Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va bien, le mardi ça va bien, c'est veille de sortie de formation et c'est le dernier jour de la formation sur l'auto-sabotage. Alors vous n'allez pas vous auto-saboter aujourd'hui, mes pirates adorés. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se régaler, on va encore parler de l'auto-sabotage de vos conjoints et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment ça marche. Vous allez encore reconnaître votre conjoint. C'est bon ça. Alors il y a un truc que vous me racontez souvent d'auto-sabotage de votre conjoint. Votre conjoint va vouloir, alors c'est une erreur évidemment, de faire une thérapie pendant sa crise existentielle ou peut-être même encore plus grave, une thérapie de couple. Pourquoi je dis que c'est grave? Parce que pendant que votre maison brûle, vous n'allez pas appeler un architecte, vous allez appeler un pompier. Vous allez d'abord éteindre le feu, vous n'allez pas reconstruire pendant que votre maison brûle. Donc la thérapie de couple se fait à la fin de la crise et si votre conjoint veut vous contacter un thérapeute, vous ne pourrez pas l'empêcher, mais sachez que ça c'est un auto-sabotage. Et ce que je vois souvent dans l'auto-sabotage de la thérapie, c'est que votre conjoint ment à son thérapeute, ment à sa thérapeute, et la personne a tendance à manquer des rendez-vous ou à mentir. Donc elle va saboter sa relation avec le thérapeute en agissant, en lui mentant, en montrant que le conjoint est mauvais, que c'est pas de sa faute. Donc on a envie d'entendre ce qu'on a envie d'entendre quand on est en crise. C'est pour ça que l'on ment aussi à ses parents, on ment à tout le monde. Les parents, ils peuvent être thérapeutes. Si je suis en crise existentielle, peut-être que mes parents vont pouvoir me dire bon Bruno, calme-toi, etc. Mais si je dis que mon épouse me fait toutes les misères du monde, au bout d'un moment, on protège l'enfant et on dit laisse tomber, c'est mort. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs de rentrer en contact avec vos parents en permanence avant la crise pour avoir de bonnes relations avec eux. Et au moment de la crise, de continuer à montrer que vous êtes normal, que vous allez boire des apéros chez eux, que vous êtes un bon vivant, etc., que vous êtes léger. Et comme ça, quand votre conjoint va dire des choses comme « qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, c'est pas possible, mon conjoint est à l'ouest, etc. » Bon, non, on l'a vu, elle avait l'air très bien. Vous voyez, donc vous faites plus d'alliés. Donc quand on est en crise, on s'auto-sabote parce que aussi, on ment à son thérapeute, on ment à ses parents, et finalement, on veut voir que les autres sont horribles et que nous, on est bien. Et donc, évidemment, il y a les thérapeutes de quartier, les psys de quartier, comme on dit, qui tombent dans le panneau et qui vont vous traiter de pervers narcissiques, de problématiques, etc., sans jamais vous avoir rencontré. Si vous avez un jour un professionnel qui évalue quelqu'un qui n'a pas vu, faut fuir, mais évidemment. Quand on fait une séance ensemble, je n'évalue jamais votre conjoint. Mais vous croyez que mon conjoint est en crise? J'en sais rien. Je vous donne tous les outils pour que vous puissiez éventuellement le déterminer parce que vous savez, mais moi je n'ai que votre version des faits. Donc je ne peux pas évaluer une personne que je ne vois pas, ce serait malhonnête. Donc quand on est en crise, on commet d'autres types d'interdits, d'auto-sabotage, c'est de jouer à des jeux avec les personnes. On joue à des jeux avec des personnes, on les fantomise, on les pique, on les provoque, et puis on redevient amis, on fait des hauts et des bas. On cherche à attirer l'attention et puis on repousse les personnes des fois. Quand on est en crise, on fait souvent ça, c'est de l'auto-sabotage parce qu'au bout d'un moment, les amis par exemple, que l'on n'appelle pas, qu'on appelle que quand on en a besoin, eh bien au bout d'un moment, ils en ont marre. Pendant que ça va bien avec pansement, votre conjoint ne les appelle pas et il ne répond pas au téléphone, et quand ça va mal, il les appelle. Donc on en a marre. Donc c'est l'auto-sabotage aussi des relations quand on est en crise existentielle. Donc on panique parce qu'on a besoin d'attention quand on n'en a pas. Donc tant que pansement nous donne de l'attention, on est content, on est avec pansement et on ne s'occupe pas des amis. Et dès que pansement nous donne plus d'attention, et comme on a besoin d'attention pendant la crise existentielle, c'est à ce moment-là qu'on est en demande d'attention par les autres. Donc vous savez que quand ça va bien avec pansement, ça va mal avec vous, et inversement. Donc mieux ça va avec vous parce que vous allez petit à petit mettre en place des choses qui fonctionnent, mieux ça ira. Parfois, les personnes en crise s'auto-sabotent aussi parce qu'elles vont s'offenser toutes seules, elles vont se fâcher toutes seules. Et finalement, elles vont se couper des amis, elles vont peut-être même se couper de vous. Ils auraient pu perdre leur couple si vous n'aviez pas été un pirate, parce que finalement, on s'auto-clenche, parce qu'on se dit quelque part, dans l'auto-sabotage, je ne mérite pas d'être heureux parce que je fais n'importe quoi pendant la crise, j'ai honte, j'ai honte. Donc on fait ce qu'on appelle un suicide par police, c'est-à-dire qu'on va provoquer un policier pour se faire tuer, et là on va vous provoquer pour que ce soit vous qui provoquiez la séparation. Mais manque de peau, vous êtes tombé dans la team et dans
dans la famille des pirates. Vous avez fait des formations qui sont en descriptif de cette vidéo. Vous avez un catalogue avec 95 formations. Vous êtes des rocs, vous êtes solide, vous êtes léger, vous savez jouer l'auto-sabotage, vous savez avoir la grinta, vous savez avoir de l'audace, vous savez gérer une situation même si c'est difficile, même si c'est complexe, même si c'est certain. Vous savez transformer votre mode de fonctionnement de mode fini à mode infini. Donc vous avez fait passer votre couple en mode infini. Donc tout ça, c'est des titres de formation que je vous dis. Donc manque de peau pour votre collègue, pour votre collègue, n'importe quoi, pour votre conjoint, ben vous avez réussi, vous, en apprenant à ne plus faire de tentative par suicide, hein, tentative de suicide par police, je vais y arriver. Vous ne faites plus de propulsion. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de ça, vous savez. Dans l'énergie, il y a deux formes d'énergie, la propulsion et la traction. Comme les voitures, il y a des propulsions arrière et des tractions avant. Eh bien, dans votre couple, il y a une traction et une propulsion. Aujourd'hui, votre épouse ou votre époux est attiré vers l'extérieur. Plus de liberté, un pansement, etc. Ben, pourquoi pas. Ben vous n'allez pas faire de propulsion parce que la traction, hein, l'énergie de traction, elle n'est jamais suffisante pour passer le cap. Il faut qu'il y ait aussi une propulsion. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux. Vous êtes salarié de l'entreprise, vous voulez monter votre petite boîte à côté. Si ça se passe bien avec votre patron, s'il est sympa, si les employés avec qui vous travaillez sont bien aussi, eh bien vous n'aurez pas assez d'énergie pour monter votre entreprise. Si votre patron est un vrai con, si vous êtes licencié, si ça se passe mal dans votre boîte, eh bien vous aurez l'énergie pour le faire. Donc vous voyez que l'énergie de propulsion est nécessaire à l'énergie d'attraction pour que ça fonctionne. Et donc si vous ne mettez pas de propulsion, vous avez très peu de chances qu'il y ait l'attraction nécessaire pour que la personne parte. Donc elle va essayer de créer de la propulsion, votre conjoint, pour faire ce suicide par police, pour que vous mettiez cette propulsion pour que la personne puisse partir. Mais vous êtes des rocs, hein, donc vous avez fait la formation comment être un roc, ça ne bouge pas. Et donc la propulsion étant pas assez forte, eh bien l'attraction ne fonctionne pas. Alors des fois vous dites oui mais j'ai l'impression de ne pas avoir fait de propulsion mon conjoint veut quand même partir. Donc on discute et on s'aperçoit qu'il y a plein de propulsions, interdits, involontaires évidemment, hein, mais que vous en faites aussi énormément. C'est comme ça. Donc le conjoint fait aussi de l'auto-sabotage souvent avec une frénésie alimentaire par exemple, alors soit manger beaucoup, soit plus manger du tout, hein, faire un régime strict pour perdre le poids, pour retrouver mon poids de 20 ans. Beaucoup se mettent à boire de l'alcool, beaucoup se mettent à fumer, voire plus si affinité, vous voyez ce que je veux dire, pour limiter le sentiment de stress, de culpabilité, de honte, hein, c'est pas ma faute, hein, si ça arrive, donc j'ai besoin de pansement. Le pansement peut en être une personne, peut en être du sport, peut-être une frénésie alimentaire, une addiction, quelque chose comme ça. On a vu chez les hommes, c'est plus chez les hommes, chez les femmes aussi, des jeux vidéo, hein, des choses comme ça, ou les bandes de copains, ou beaucoup sortir. Hein. Donc on a des frénésies, hein, on s'auto-sabote par une frénésie. C'est très bien de faire du sport, c'est très bien de sortir, c'est très bien d'avoir des potes, c'est très bien de jouer aux jeux vidéo, à condition que ça reste quelque chose qui est d'un équilibre et qui ne nous fasse pas mal plus tard. Les personnes qui sont en crise n'arrivent pas à retenir leurs émotions. C'est pour ça qu'ils s'auto-sabotent et qu'ils finissent par avoir d'ailleurs des problèmes au niveau du travail parce qu'ils n'y arrivent pas. Quand vous êtes dans la phase 2 de votre couple, qui est la phase de distanciation, vous voulez qu'il y ait une sécurité, il n'y a pas beaucoup de bagarres, il y a des conflits, mais bon, c'est pas énorme. Donc on limite, on est dans une limite tranquillité. Et finalement, quand on rentre en auto-sabotage de crise ensuite, on va jusqu'à l'autodestruction par les émotions, on alourdit la relation avec son conjoint, on donne l'impression de ne pas être bien, on accuse l'autre, on lui dit qu'on est nécessiteux et manipulateur. Il y a des fois, vous me dites, oui mais mon conjoint m'a dit qu'il n'avait rien à me reprocher. Ben, c'est une grosse forme de manipulation. Évidemment, si je veux partir mais que je n'ai rien à vous reprocher, je ne vais pas partir avec quelqu'un qui me rend heureux. Je suis très bien dans ma maison, mais je vais partir. Ben non, c'est qu'on n'est pas bien dans sa maison. Voilà. Je vais vendre ma maison parce que je suis trop bien dedans. Non, ça n'existe pas. Hein. Donc ça, c'est une forme de manipulation, de dire je n'ai rien à te reprocher, c'est une forme de manipulation. Donc le manque d'empathie, la psychopathie, le narcissisme également, hein, sont des choses que l'on retrouve beaucoup. Hein, c'est un trait très courant, hein, la non-empathie, la psychopathie, c'est quelque chose qui est très très important que l'on voit chez la personne en crise.
crise. Alors, des fois, les psys de quartier se trompent et disent à une personne, ou surtout si elle n'a pas vu parce que vous allez lui raconter, lui dire, mais votre conjoint, elle est borderline, ou il est borderline. Hein, simplement parce que vous avez dit qu'il changeait, il avait des tops et des downs, donc hop, borderline. Mais quelqu'un qui est borderline, il a de l'empathie. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Quelqu'un qui est diagnostiqué borderline, qu'on n'a pas vu d'ailleurs, je n'ai pas vu, mais il est borderline. Donc un borderline, il a de l'empathie. Donc vous n'avez pas d'empathie, enfin lui n'a pas ou elle n'a pas d'empathie, c'est pour ça que c'est plutôt des signes de psychopathie. Mais de notre côté, hein, il y a ces hauts et ces bas, alors que les psychopathes sont plus rigides. Donc tous ces symptômes mélangés montrent que c'est une crise existentielle. Hein, la crise existentielle, on s'auto-sabote, voilà, on est arrivé, on s'auto-sabote parce qu'on ne maîtrise plus rien. Donc on va du coup chercher plutôt le mal chez les gens, hein, à part dans la lune de miel avec pansement où là c'est mécanique, c'est mon préfrontal qui ne fonctionne plus, qui est mon préfrontal dorsolatéral. Ah là là, Bruno, dorsolatéral, on va y arriver, qui ne fonctionne pas pendant la lune de miel pour voir les défauts des autres. Sinon, on a tendance à voir plutôt le côté négatif de son patron, de ses amis, etc. Et c'est pour ça qu'on s'auto-sabote et que l'on n'avance pas. Donc pourquoi votre conjoint voit plutôt le mal chez les autres? Simplement parce que y a des pensées paranoïaques. Vous voyez que quand on est en crise existentielle, on a un peu tout, on est un peu parano. Et donc on pense que vous, qui êtes son conjoint, vous allez le blesser. Et vous êtes négatif, et qu'en réalité, finalement, vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas digne de confiance. Donc on a toujours tendance à trouver le mal chez les gens quand on est en crise existentielle, parce qu'on a des pensées paranoïaques. Donc vous voyez qu'ici, on a une chaîne scientifique, je vous explique avec les neurosciences, avec la psychiatrie, comment ça fonctionne, pour que vous compreniez bien tout ça. Hein. Évidemment, on ne peut pas en vouloir, vous oui, mais on ne pourrait pas en vouloir à une personne qui est en crise de l'être, on ne pourrait pas en vouloir à un enfant de 15 ans de faire sa crise d'adolescence, on peut s'en vouloir de nos réactions, hein, on peut s'en vouloir du fait qu'on n'a pas su bien réagir, mais on ne peut pas en vouloir une personne en crise. La crise existentielle, qui se transforme en crise de couple, hein, va faire souffrir tout le monde. Alors, votre crise de couple n'est peut-être pas liée à une crise existentielle, j'en sais rien. Mais si vous avez tous ces états-là, vous aurez votre explication. De toute manière, même si c'est qu'une crise de couple et qu'il n'y a pas de crise existentielle qui a déclenché cette crise de couple, il y a quand même une crise de couple. Et vous la gérerez de la même façon, avec le badinage, avec l'humour, avec la sexualisation, avec la légèreté, hein, avec le fait que vous allez passer en mode infini, avec la grinta, avec le storytelling, avec la patience, avec la gestion de vos émotions. Donc même si l'origine, ce n'est pas une crise existentielle, c'est pas grave. Ne vous focalisez pas là-dessus. Il y a des personnes qui disent, oui, mais une crise existentielle, ça dure 5 ans, 10 ans. Mais c'est pas grave, c'est pas le problème. Nous, ici, on gère les crises de couple. Et évidemment, quand on est ensemble plus 5, 10, 15, 20 ans, il y a des chances que le problème vienne de la crise du couple. Donc des personnes qui sont en crise ont aussi une autre forme d'auto-sabotage, c'est j'annule les plans, je change souvent d'avis. On annule des rendez-vous, on laisse tomber tout le monde autour de soi, on est en retard au travail, ça arrive, on trouve des raisons avec les amis, finalement on ne peut pas venir. Je vous avais dit que je viendrais un week-end avec mes enfants, mais au dernier moment je ne viens pas. On a cette forme aussi d'auto-sabotage où on annule les choses et on saoule tout le monde. Donc vous êtes des rocs, vous savez respecter ça, mais ça saoule le patron, mais ça saoule l'ami évidemment. Évidemment au bout d'un moment ça suffit. Beaucoup de personnes aussi pendant les crises s'auto-sabotent en ne donnant pas suite aux engagements. Ils prennent des décisions, mais finalement, comme ils ont peur d'aller au bout, comme ils ne veulent pas se juger, comme ils les intériorisent, ils s'auto-sabotent en ne validant pas des choses qu'ils ont fait. Ils ont dit des choses, mais ils ne les font pas. Ou ils font le contraire de ce qu'ils disent. Pendant qu'on est en crise existentielle, par exemple, on dit souvent l'inverse de ce qu'on a longtemps passé. On se moquait des couples adultères et on fait un adultère nous-mêmes. On se moquait de la personne de 40 ans qui s'habillait comme quelqu'un de 20 ans et qui achetait une nouvelle voiture de sport ou je ne sais quoi, et aujourd'hui on le fait nous-mêmes. Donc vous voyez qu'il y a tous ces autosabotages qui sont là, et la peur de l'échec finalement, la volonté qu'on a de plus vieillir, etc., vous crée un autosabotage évidemment.
Donc on se réveille le matin parfois quand on est en crise avec des grands projets, mais on ne fait rien, parce qu'on a finalement peur d'échouer, on a des doutes. Je veux bien divorcer, mais j'ai des doutes que finalement je veux vraiment divorcer, et que plus tard je ne regretterai pas, et que mes enfants ne vont pas être malheureux, j'ai des doutes. Donc ils préfèrent que ce soit vous qui prenez la décision. Mais comme vous avez fait la formation, par exemple, comment être en rock, vous n'avez plus le problème. Comme vous savez maîtriser vos pensées, vos émotions, vous n'avez plus de problème, vous ne prenez pas les initiatives. Au contraire, vous ralentissez, il faut qu'on parle, ok, on se fait un resto, on va en parler. Hein. Et souvent, alors ça je l'ai eu dans plusieurs cas, souvent c'est vous qui engagez la conversation du divorce, la séparation. Alors où t'en es? Alors t'as réfléchi? La personne, elle vous en parle rarement de cette façon-là en disant tranquillement dans une conversation, on va se mettre à en parler. Non, c'est soit brutal parce qu'il y a eu une pression d'un pansement ou des parents ou de je ne sais qui, ou alors c'est vous qui avez enclenché la discussion. C'est très rare qu'au cours d'une conversation, ça se passe bien dans la soirée, ça sorte. Ça peut arriver, ça arrive évidemment, on est des êtres humains, mais c'est plus rare. Donc si vous passez une bonne soirée, c'est-à-dire que si vous avez des sujets légers que vous avez préparés, des bons moments, etc., c'est rare qu'on dise, bon maintenant tu sais, non, ça n'existe pas. Hein, c'est j'arrive, il faut qu'on parle, ou j'envoie un texto, ce soir il faut qu'on parle, c'est qu'il y a eu pression, donc on détend la situation, ou vous en parlez pas parce que c'est souvent votre sabotage, c'est moi qui en ai parlé. Donc souvent on se fixe des objectifs irréalistes. Ah oui, mais je vais vivre, je vais prendre mon appartement, puis on va partir en vacances, etc. Non mais avec ce que tu gagnes, tu pourras prendre un appartement avec 3 chambres pour les enfants, etc. Donc on est irréaliste, hein, on s'auto-sabote parce qu'on se fixe des objectifs irréalistes et donc on échoue avant de les atteindre. C'est pour ça qu'on finit évidemment fatigué. On prend des mauvaises décisions, hein, et quand on prend une décision, quand on est en crise, on s'auto-sabote parce qu'on remet en cause les décisions qu'on a prises. Hein, vous me dites des fois, ben ça y est, mon conjoint a dit qu'il n'allait pas repartir, qu'il allait rester, revenir à la maison et puis il repart. Il y a ces fameux rebonds, parce que quand on est en crise existentielle, on s'auto-sabote également en changeant de décision, hein, parce qu'on s'est trompé d'estimation. Et finalement, on ne veut pas aller au bout des choses et on va demander à ce que ce soit vous qui fonctionnez et on va qui fassiez les erreurs. Et du coup, quand on commence à s'épuiser avec le cortisol après la phase plateau, au moment de la phase d'épuisement, votre conjoint va s'auto-saboter à ce moment-là en s'isolant, hein, en partie de tout ce qu'il voulait faire avec les autres personnes, ça n'a pas marché, tous les amis ont tourné le dos, au boulot ça ne va pas, pansement, ben, on le voit tel qu'il est, maintenant c'est tout pourri, et donc on finit dans quelque chose de très triste. On voulait le bonheur, on voulait être libre, on voulait avoir de l'énergie au début, et puis on finit complètement épuisé à la fin, à condition évidemment que vous n'ayez pas fait de propulsion. Si vous avez fait des propulsions, que vous avez mis la personne dehors de façon volontaire, inconsciente ou involontaire, il y a des moments où effectivement il faudra aller rechercher la personne et ce sera plus long. Donc quand on est en crise existentielle, on a une forme d'auto-sabotage aussi qui s'appelle violer les limites, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de briser des frontières, de voir où je peux aller, de voir qu'est-ce que mon conjoint est capable d'encaisser. On cherche des querelles pour n'importe quoi, c'est stupide, on essaye de faire des choses qui ne marcheront pas, on essaye de trouver des appartements et on trouve que des trucs minables, on essaye d'avoir une relation avec son collègue de travail, évidemment ça ne marche pas, donc finalement on essaye parfois de rentrer dans la vie des autres aussi, hein. On essaie de rentrer dans la vie de pansement, on essaie d'avoir des nouvelles amies, et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne un petit temps, hein, puisque des pansements, après ça ne marche pas. Donc l'erreur que fait votre auto-sabotage de votre conjoint aussi, c'est de rentrer dans une relation avec un pansement trop vite. Vous savez que pour qu'une relation fonctionne, il faut que ça commence lentement, on se voit, on se fait, enfin déjà premièrement on n'est plus en couple, on a fait le deuil de la relation précédente et on a mis plusieurs personnes en compétition. Et là, on a trouvé une personne qui nous va bien, mieux que les autres, et donc petit à petit, on va commencer à partir en resto, passer des soirées ensemble, peut-être partir en week-end, etc. Quelques mois après, on s'apercevra que finalement on passe tellement de temps ensemble qu'on n'a plus besoin d'avoir 2 appartements et on se mettra ensemble. Quand on veut se mettre ensemble tout de suite alors qu'on se connaît mal et qu'on n'a pas fait le deuil, etc., on auto-sabote notre future relation. Surtout si vous, en tant que pirate, vous ne mettez pas d'erreur, vous ne mettez pas de propulsion. Le dernier auto-sabotage dont je voulais vous parler, c'est qu'on surévalue les situations quand on est en crise. On s'auto-sabote là-dessus parce qu'on surévalue les situations, on suranalyse les paroles, on croit que ça va vraiment très mal dans le couple, on met de la distance, on fait des choses démesurées
ou ça ne fonctionne pas. Donc du coup, vous allez rejeter l'amour de... Enfin, quand on est en crise, on rejette l'amour de son conjoint parce qu'on a honte, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on ne sait pas où on va et parce que c'est vrai que vous avez fait des interdits avant de faire la formation sur comment ne plus commettre d'interdits. Donc votre conjoint en crise a du mal à se sentir digne d'amour, à accepter l'amour des autres. C'est pour ça qu'on va chercher un partenaire inconsciemment tout pourri, hein, le pansement, parce que le pansement qui va chercher quelqu'un qui est en crise existentielle souvent, en tout cas, même si ce n'est pas en crise, qui est encore en couple, qui n'a pas fait le deuil de sa relation, qui n'a pas tout réglé, et on prend le premier venu qui est avec tous ses défauts, qui a des enfants, etc. Hein, quand on est pansement, c'est qu'on est un peu boité. Et donc finalement, votre conjoint va avec pansement parce qu'il sait qu'il n'est pas digne d'amour de quelqu'un de bien. Alors vous allez petit à petit montrer que vous êtes quelqu'un de fort, de rock, qui ne fait pas d'erreur, et à la fin de la crise, vous aurez la fameuse phrase « Heureusement que tu étais là, hein, sinon j'aurais fait des bêtises ». Mais ça va vous demander un travail sur vous. Si vous voulez apprendre à conduire, il faut apprendre à conduire. Si vous voulez apprendre à jouer au tennis, il faut apprendre à jouer au tennis. Si vous voulez créer une entreprise, il faut apprendre à créer une entreprise. Si vous voulez apprendre à jouer du violon, il faut apprendre à jouer du violon. Donc là, on apprend à récupérer son couple, à sauver son couple quand le couple va mal et quand vous avez envie de le faire. Et s'il y en a au moins des deux qui a envie de le faire et qui le fait correctement, eh bien, il y a de bonnes probabilités d'y arriver. Voilà, vous avez le canal Telegram tous les matins. Si vous ne le trouvez pas, vous allez en description de cette vidéo sous le catalogue des 95 formations qui vous permettent de vous former. Vous avez le canal Telegram qui vous donne la grinta. Sinon, vous écrivez en commentaire de ces vidéos pour encourager les autres pirates, parce que vous savez que chaque fois que vous écrivez un truc positif, ça crée la dopamine en vous. Chaque fois que vous râlez, chaque fois que vous critiquez, chaque fois que comme votre conjoint en crise, vous créez du cortisol et vous vous faites du mal. Donc ici, on n'a pas envie de se faire de mal, on a envie d'atteindre nos objectifs et de faire ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Et on va y arriver avec une grinta, avec de l'énergie positive. Il faut une énergie positive pour y arriver, et bien sûr, hein, de la connaissance, de l'expérience qui, à travers les formations, qui vont faire que vous allez multiplier les chances d'y arriver. La grinta qui vous donne l'énergie, hein, vous mettez de la bonne énergie pour y arriver. Hein, effectivement, comme si je veux être champion du monde de basket, eh bien, il vaut mieux que je m'entoure des personnes qui vont m'encourager, qui vont avoir réussi elles-mêmes, qui vont avoir un discours limpide plutôt que des râleurs et qui disent « on ne va pas y arriver parce qu'il y en a qui ont perdu des matchs de basket des fois. » Moi-même, j'ai perdu des matchs de basket, donc je vous le dis, vous n'y arriverez pas parce que moi, j'y suis pas arrivé. Ouais, il y a des personnes comme ça. Allez, nous, on est des pirates et on va y arriver. En tout cas, on va tout faire pour y arriver. On va multiplier les chances d'y arriver. Les formations, la grinta des pirates, l'énergie que vous mettez en place. On va se régaler. Bruno Marchal, il vous dit, passez le mardi que vous préférez, dont vous avez envie de passer, on va le dire comme ça. On se retrouve demain pour une formation. On se retrouve demain pour une formation hein, autour des retrouvailles. Ah, ça tient pas Bon, allez, on en reparle demain. Bruno Marchal, il vous dit, passez le mardi que vous adorez et que vous méritez.